Salut à tous! Ça vous dit de passer un petit moment avec moi à chiller et discuter un peu? On est parti! Ça fait un moment que je me suis mise dans une pratique où j'essaye de fonctionner avec la nature et de comprendre comment être au mieux avec la saison, l'énergie en cours, le travail au jardin, comment ça se répercute sur mon corps, toutes ces énergies, comment la nature, les animaux vivent et tout ça, ces moments-là. Et j'ai eu une réflexion dernièrement parce que je vois beaucoup de gens célébrer Mabon, l'automne, avec des feuilles fanées d'arbres rouges, orange, jaune, tout ça. Et en fait, ça correspond pas du tout à ma réalité actuelle. Je vais vous mettre un peu des images pour que vous voyez à quoi ça ressemble en ce moment mon jardin. En fait, mon jardin ressemble en ce moment à un deuxième printemps. Je vis à un endroit où c'est un été indien chaque année et où c'est le printemps plutôt qui est une continuité de l'hiver et qui est pluvieuse et pas folichonne. Et ça m'a fait me poser la question de savoir comment célébrer au mieux ces saisons et ces fêtes païennes auxquelles j'adhère. Et je me suis dit, mais finalement, il y a peut-être des façons différentes de célébrer tout ça, qui sont toutes justes à leur façon. Peut-être que certaines personnes suivent une tradition et ont besoin de s'inscrire dans une tradition, dans un mouvement collectif, une célébration de la saison dans sa globalité, dans sa généralité. Et peut-être qu'il y a des gens comme moi qui ont plus besoin d'une corrélation avec leur quotidien, avec leur réalité. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire ce travail-là sur un second printemps. Étant donné que moi-même je suis dans la quarantaine et que c'est une forme d'automne, est-ce que l'automne de sa vie ne peut pas être un second printemps? Qu'est-ce qui résonne en moi dans ces fruits, ces fleurs qui donneront des fruits ou pas, qui seront peut-être trop tardifs pour certains, et puis pour certains c'est des petits miracles, ils arrivent à donner des courges, des piments, des fraises même, à l'automne, au mois d'octobre. Alors qu'en même temps, les pieds de tomates sont morts à cause du froid, et qu'on ramasse des noix, et qu'on ramasse le dernier poivre sichuan, parce que les arbres commencent un petit peu à mettre leur couleur, mais pour la plupart, ils en sont pas encore là. Est-ce que c'est juste d'aller plus vite que la musique par rapport au rapport de la nature et où on habite? Moi, j'habite pas au Canada, j'habite pas dans le nord de la France, où peut-être que ça y est, les forêts sont entièrement rouges et jaunes. Nous, on en est encore à un stade où les arbres sont verts pour la plupart et certaines choses qui fleurissent au printemps refleurissent maintenant. Et c'est aussi une belle énergie à célébrer. Je me dis, est-ce que c'est juste de vouloir faire correspondre la nature à un calendrier, ou est-ce que c'est déjà juste génial de se reconnecter aux énergies de la nature et aux saisons à travers tout ça, même si c'est du plastique, même si c'est acheté à Jiffy, la Foire Fouille, tout ça, il y a un vrai plaisir là-dedans aussi. Hein. Moi, je ne le boude pas, ce plaisir-là. Pour vous donner une petite idée, je vous ai mis une image de mon hôtel saisonnier qui a effectivement des hortensias fanées, enfin des hortensias qui sont en train de faner, en train de sécher sur les pieds, et puis des choses qui sont en train de finir leur petit à petit. Il y a aussi cette question de passage brusque de l'été à l'automne dans les célébrations qui me dérange un peu. Parce que je trouve que la vie n'est pas faite de passage brusque. On passe pas d'un coup
de l'adolescence à l'âge adulte, par exemple, ou de l'enfance à l'adolescence. C'est une nuance comme une aquarelle avec deux couleurs où on passe petit à petit d'une couleur à l'autre. Il y a une forme de violence là-dedans. Je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais moi c'est quelque chose qui me heurte. C'est quelque chose qui me brusque, qui essaye de me faire rentrer dans des cases alors que mon vécu d'être sensible ne correspond pas à ça. On mute petit à petit, on mue, on fait des mues, on se transforme pas d'un coup de baguette magique. Ou d'un coup de baguette magique pas sympa qui essaye de vous faire rentrer dans des cases. Ma maman m'a offert ce très joli... je sais pas si c'est Tara ou si c'est une Kinarine dans ce céleste, mais c'est de la résine. Mais elle est magnifique et il va falloir que je l'accroche. Je vais la mettre sur les murs de la maison vu que c'est de la pierre. Ça ira bien. Il y a un truc aussi avec les fleurs de chrysanthème. Elles commencent à fleurir en ce moment. Alors nous, on les utilise pour fêter nos morts parce que c'est une fleur qui fleurit très fort à cette période de l'année, mais elle a quand même d'autres significations dans les cultures asiatiques dont elle vient. Et puis c'est une médicinale. Et il y a quelque chose dans le fait de refleurir aussi. Ouais, et puis des fois on n'est pas fait pour l'endroit où on a décidé de s'implanter et de faire des fruits. Ça arrive aussi dans la vie. Ça c'est mon gros pépère, c'est un de mes eucalyptus. Et je ramasse l'écorce qui pèle pour en faire de l'encens. Là. Regardez. Hop. Et je sèche. Je fais sécher. Et après, on le brûle comme de l'encens. Ça lui fait pas mal du tout, hein. C'est lui qui pèle tout seul. Et ça va rejoindre tout ce que j'ai ramassé tout cet été. Il y en a pas mal quand même. Jour 2 du vlog, après ce petit intermède avec les roses et ce très joli poème. C'est un livre qui m'avait été offert par mon papy dame en 1996. C'était le compagnon de ma grand-mère que j'aimais de tout mon cœur et moi il m'aimait comme sa petite fille et je l'ai accompagné dans sa mort. Il m'a demandé l'autorisation de partir. Voilà, donc ça me touche énormément. Je vais vous partager un peu ma pratique du moment, si ça vous intéresse, bien sûr. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Vous allez voir, tout est lié. C'est assez fou, mais tout rebondit sur les différents éléments. Donc, je l'ai un peu dit dans une autre vidéo, mais je pense que c'est un vieux reste de mes 10 ans d'université. Je me suis fait un programme de travail et d'études. Voilà. Où chaque jour, j'ai une matière, entre guillemets, et je m'octroie entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour travailler cette thématique. Et ça me fait énormément de bien. Alors, je vais partir par du vendredi et on va remonter jusqu'au lundi parce que c'est le lundi qu'on va le plus développer. Et voilà. Alors, le vendredi, je me suis mis de l'art-thérapie. Je me suis offert ce bouquin que je trouve vraiment bien fait et très chouette par Anne-Marie Jobin. Alors, hop, c'est fondé sur la méthode du nouveau journal créatif. Ça propose des activités apaisantes et thérapeutiques qui font appel à la spontanéité et à l'imagination, à l'écoute de soi.
Donc, à chaque fois, c'est des exercices. Voilà, simple mise en marche. Elle vous dit que la préparation, l'action, c'est-à-dire ce qu'on fait, le retour, une petite réflexion dessus, l'utilité, à quoi ça peut servir, et les variantes qu'on peut faire. Et hop là. C'est le cas pour un peu tous les exercices. Vous voyez, rencontre avec un élément de la nature, préparation, action, retour, utilité, variante. Je fais entre 1 et 3 exercices par séance, par semaine. Je trouve que des fois, je vais continuer, pousser plus loin un exercice, tirer des cartes avec, faire du journaling, écrire ce qui me vient et tout. Des fois, c'est juste une libération, c'est juste une appréciation du moment. Voilà. C'est bien des fois de ne pas être que dans le mental et dans l'intellect. C'est bien aussi, je trouve, d'aller chercher au fond de soi ce qui peut émerger et qui finalement souvent va être décanté, travaillé tout le long de la semaine. Et voilà, c'est un super bouquin. Je pense que quand j'aurai fini celui-là, ou au début de la saison d'hiver, je vais me prendre un bouquin pour faire du land art. Alors, pas un bouquin qui fait des photos, juste de land art et tout, mais vraiment un bouquin qui accompagne un peu dans le même principe, avec des petits exercices, des petits rituels proposés. Parce que, étrangement, je suis quelqu'un qui fait du land art en hiver. J'adore en hiver mettre mon bonnet, être dans le froid et jouer avec des pommes de pin, des cailloux, faire des mandalas, des trucs dans la nature. C'est une connexion que j'aime, que j'ai naturellement et que j'ai envie d'explorer, de pousser encore plus loin. Et les exercices créatifs, ben, souvent, spontanément, on prend ses crayons ou des morceaux de magazine, on a envie de faire des collages, on a envie de bidouiller. Et c'est bien qu'il y ait un cadre plus profond, qui mène plus loin dans cette démarche-là. Donc voilà, ça c'est le vendredi, c'est l'art-thérapie. Ensuite, le jeudi, c'est Celtes druidisme. Alors, j'ai trouvé cette petite pépite. Le cœur des druides, sagesse celtique des émotions, de Anne-Maria Souza, qui est vraiment une merveille. Plongez dans un voyage intemporel où les émotions humaines rencontrent la sagesse mystique des druides. Le cœur des druides vous invite à explorer votre monde intérieur à travers les enseignements ancestraux celtiques, les cycles naturels et les mythes vibrants de cette culture fascinante. Il n'y a pas de sommaire. Je ne peux pas vous montrer de sommaire. Par contre, je peux vous montrer un peu comment il est fait. Alors, au début, ça parle des émotions par rapport à la tradition celtique, la connexion avec la nature. Ça propose de travailler avec les arbres comme métaphore de l'âme, mais aussi comme métaphore des émotions héritées à travers nos familles. Voilà, il y a tout un travail sur l'arbre. Les émotions comme messages spirituels. Ensuite, il y a quelque chose sur les cycles sacrés, c'est-à-dire les... Hop là. Les sabbats, les moments de l'année par rapport aux émotions. En hiver, introspection et paix intérieure, par exemple. Les cycles sacrés, tout ça, tout ça. Ensuite, on a leçon des mythes et légendes celtiques par rapport aux émotions. C'est passionnant parce que, par exemple, là, on a Kushan. Hop. Par exemple, on a la Morrigan, la souveraine des ombres émotionnelles. Et ça va être un travail sur ce type d'émotion par rapport à la Morrigan, par rapport à son mythe. Après, il y a un truc sur les animaux. Hop là. Il y a quelque chose... Le Cid, par exemple, le royaume des esprits et des fées comme métaphore de l'intuition et des émotions subtiles. Et à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qui vous fait travailler, qui vous fait intégrer des choses.
c'est pas juste de la lecture, quoi. Et ensuite, on a... Il y a les plantes aussi, j'ai vu. Les plantes médicinales, leurs effets émotionnels, voilà. Camomille, millepertuis, ça couvre un petit peu tout ça. Les célébrations, leurs bienfaits émotionnels dans les fêtes celtes. Alors, Imbolc, cultiver l'espoir et l'inspiration. Samhain, honorer les émotions liées à la perte et à la transformation. Voilà. Intégrer la sagesse des druides. Dessiner un cercle symbolique, physique ou imaginaire pour poser des intentions de croissance personnelle et émotionnelle. Voilà, c'est vraiment un super outil de travail. C'est quelque chose que je trouve passionnant. Et je l'articule. Je l'articule avec celui-ci. Je l'articule donc avec celui-ci. Et alors ça, c'est une collection autour de laquelle je tourne depuis un petit moment. Mais j'avais peur que ça soit des simples fascicules et que je sois déçue. En fait, c'est un vrai livre. Hein. Et puis alors, le travail d'édition est sublime. Il coûte que 16 €. Du coup, il y en a un sur la femme sauvage qui m'intéressait aussi. Et que je me procurerai quand j'aurai fini celui-là. Alors, c'est un bouquin. Bon, déjà, regardez, à chaque fois, on a des images. On a des peintures. C'est sublime. Celle-là, là, je la trouve magnifique. Il y a une réflexion sur l'écothérapie, la femme par rapport à la nature, par rapport aux saisons, dans nos rythmes biologiques à nous, comment ça fait écho et tout ça. Voilà. Et ensuite, ça vous propose des rituels pour chaque saison. Un accompagnement à travers ça. Des rituels assez simples, hein. Donc, rituel du matin, la saveur du jour. Et ça vous donne le temps. 5-10 minutes, intention, préparation. Ouvrir l'espace sacré, rituel. Remercier et fermer l'espace sacré. Et après votre rituel. C'est très complet. Et il y a des propositions aussi de travail avec le tambour. Ou des propositions musicales. Piste numéro 6 et 7, je crois qu'elle les donne à la fin. Hop. Discographie, voilà. Il y a les morceaux pour travailler qu'elle vous propose. Et puis, des fois, il y a aussi du travail avec le tambour. Cocopédie, la rencontre avec l'homme. Oh, c'est marrant. Cocopédie, c'est aussi les graines bio. Les graines paysannes interdites. Voilà, donc vachement bien, je me régale. Et beau et bien fait. Ensuite, le mercredi, c'est la lune. Je l'ai montré dans le tirage sur la lune. Je me suis enfin offert le bouquin de Jamie Sams sur les 13 mères originelles. Jamie Sams, c'est celui qui a fait les cartes médecine avec lesquelles je travaille depuis que j'ai 15 ans. Je sais qu'il en a fait d'autres qui m'intéressent et que je m'offrirai par la suite. Je pense que par rapport à la question de l'appropriation culturelle et tout, vu que ça parle de cycle, ça parle des femmes, ça parle d'archétypes ancestraux qui nous touchent, je pense que c'est tout à fait ok. C'est un beau bébé, hein. Il fait ouais, 372 pages, quasiment 400 pages. Et à chaque fois, il propose toute une réflexion, tout un travail sur chaque lune, qui a un nom différent, qui a une énergie différente. Ouais, regardez, pour les marque-pages, hein, et les trucs de tarot, là, qui sont inutiles. Oh, c'est super. Pas besoin d'acheter des marque-pages. Donc, voilà, celle qui parle avec toutes ses relations, la gardienne de la sagesse. Ça donne toutes les
la tisseuse. La mère de clan du 10e cycle lunaire, grande mère araignée est descendue dans la grotte. Voilà, il y a un travail sur les archétypes et sur les cycles. Encore une fois, sur les cycles, cette fois-ci lunaires, pas saisonniers, mais qui nous agissent, hein, tout simplement. On est un peu toujours dans la même thématique. Ensuite, le mardi, normalement, c'est la mort. Alors, pour ça, je me suis commandé, et c'est pas encore arrivé parce que ça vient des États-Unis. Parce que c'est un bouquin qui n'a pas été traduit et qui, à mon avis, ne sera jamais traduit. Mais restez quand même, c'est super intéressant. C'est un bouquin de Starhawk sur la mort dans sa dimension rituelle païenne, et pas que quand on perd un être cher, mais aussi comme un des éléments de la nature et des énergies qui nous entourent. Et moi, je pars du principe que si on veut travailler avec le tout, on ne peut pas en tronquer un morceau. Et puis, c'est aussi quelque chose qui me questionne, qui me travaille, qui me remue beaucoup, parce que je vois mes parents vieillir, bien évidemment. Donc, je me suis offert ce bouquin. Starhawk, si vous ne la connaissez pas, c'est une de celles qui a remis en route le mouvement Wiccan, païen, sorcière aux États-Unis des années 70-80. C'est aussi une écoféministe. C'est aussi quelqu'un qui pratique et donne des conférences sur la permaculture. Et c'est quelqu'un d'assez passionnant. Elle a aussi... elle est connue pour la spiral dance, la danse de la spirale. Où en fait c'est des célébrations où les gens dansent en se tenant par la main, en faisant des rondes et en faisant des méandres qui s'enroulent, qui se déroulent. Et c'est un travail donc avec le labyrinthe, la déesse et toutes les énergies telluriques et tout et tout. D'ailleurs, si vous voulez vous intéresser un petit peu à ça, il y a un de ses bouquins les plus anciens qui s'appelle Spiral Dance, Renaissance de l'ancienne religion de la grande déesse. Elle a mis beaucoup de notes en annexe dans cette réédition parce que il y a peut-être des fois des choses qui sont un peu datées. Mais c'est quand même passionnant. Regardez-moi ça. J'ai un peu pété les plombs. Voilà. Beau bébé aussi, mais en fait ça se lit super facilement. Vraiment, ça se lit très facilement. Ça paraît pas. Mais ouais, un gros travail sur la déesse et la spirale et la danse de la spirale. Et l'autre que j'ai d'elle, que j'adore, c'est La Voix de la Terre. Connectez votre esprit au rythme de la nature. Pour moi, c'est le meilleur bouquin de magie que j'ai. J'en ai un sur la chaos magique que j'aime beaucoup aussi. Après, j'ai des bouquins de magie énochienne, des choses comme ça, mais là, c'est un travail avec les éléments, avec la nature, en vous et autour de vous. Ça se rapproche le plus de une définition quasi quantique de la magie, où en fait, ne serait-ce que penser un objet a déjà une action dessus. Et en magie, ben, c'est ce qu'on utilise, en fait. Et quand ça rejoint la science, je trouve ça passionnant. Quand la magie, la spiritualité, tout ça se rencontre avec les découvertes très cartésiennes, je trouve que ça donne des choses assez magiques et qu'on est certainement dans une vérité. On touche à une vérité de l'univers. Donc voilà, et donc ce bouquin, je surkiffe, c'est plein d'exercices. Et si vraiment la nature vous parle et que vous avez envie de faire un travail de reconnexion à la nature, de travail avec les énergies, de magie, celui-là est parfait. Donc, vu que j'attends mon bouquin sur la mort qui n'est pas encore arrivé, dites-moi si vous voulez que je vous le montre quand il arrivera. Du coup, ça tombe bien. J'ai une amie qui m'a offert ça, qui m'a envoyé ça. Le guide des champignons médicinaux.
Champignons morts, je sais pas, je trouve que ça va bien. Et surtout, déjà, je te fais des gros bisous, Cass. Je t'aime fort, 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 fort. Copine de moi. Et puis, je fais des bisous à Axel aussi. Petit bébé. Donc, oui, et ce qu'elle ne savait pas et qui tombe vachement bien, c'est que j'avais prévu cet hiver, et je commençais à regarder pas mal de vidéos sur le sujet, de faire de la culture de champignons sur tronc d'arbre, sur souche, où on achète des chevilles inoculées avec du mycélium, on fait un trou dans le tronc, on met la cheville, on rebouche avec de la cire d'abeille, on bouche les extrémités du tronc aussi avec la cire d'abeille pour pas qu'il y ait d'autres champignons qui arrivent et qui rentrent en concurrence avec le champignon que vous voulez. Je compte bien faire de la pleurote et... ah, comment il s'appelle? Je sais qu'il est là. Il a une tête pas possible, mais voilà, celui-là. L'éricium, ça a un goût de homard à ce qui paraît. Donc, super livre, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, eh ben, ça vous donne les principaux usages, les principaux actifs, les propriétés médicinales, comment l'utiliser, hein, culture d'éricium sur une bûche à la verticale. Un champignon à sauver, le coin des cueilleurs. Des fois, ils vous donnent même des recettes. Ah, voilà. Recette de kombucha bonbon cola. Le gardien du microbiome, le polypore soufré. Candidose, cosmétique, diabète, soins du microbiome. Vous voyez? Le roi du miso japonais. Cancérologie, candidose, détoxification du foie. Enfin, le diabétologue. Soins de la peau, cholestérol, diabète, perte de poids. La pleurote grise. Ah, il dit le pleurote. C'est marrant, moi j'ai toujours dit là. Bon. Donc voilà. Et c'est passionnant. Et en plus, à la fin, ça c'est vachement bien qu'il l'ait fait. Il a mis tous les champignons avec la page. Pour aller plus vite vers la page. C'est les éditions Lumière. C'est assez super comme bouquin. C'est Guillaume Lopez qui l'a fait. Donc c'est super en attendant le livre sur la morte. Et alors le lundi c'est Spirale et Labyrinthe. Alors, tout a commencé. Et alors, mon amoureux travaille dans les parcs d'une grande ville et quand à l'occasion ils font les parcs, parce qu'il fait pas que ça. Il fait un peu les boîtes à livres et il me ramène des bouquins. Donc, il m'a ramené celui-ci. Celtic Design, Spiral Patterns de Aidan Mehan. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Je me suis dit, ouais, super. En général, c'est des bouquins où il y a l'explication pas à pas et l'illustration pour refaire des motifs traditionnels. Et vu que quand je retape des meubles, bah, j'ai tendance à les peindre avec des motifs traditionnels, je me suis dit, super, un truc sur les spirales celtiques, c'est pas facile en plus à faire les spirales celtiques. Et oui, mais non, pas que nenni. Alors, hop. Déjà, il explique les spirales en ordre chronologique. On parle de la préhistoire, de l'âge mégalithique. Et ensuite, c'est les âges celtiques découpés par rapport à l'histoire celtique anglo-saxonne. Hein, parce que la bretonne, c'est pas la même. Ok, donc déjà, ça, c'est vachement bien. Et ensuite, grosse surprise, c'est une explication aussi de la logique et la spiritualité de ces peuples-là dans la spirale. Avec notamment l'explication d'un mégalithe. Mais en fait, c'est une logique qu'on retrouve dans les autres mégalithes. Avec la subdivision par les lunaisons, les étoiles, le soleil, tout ça. Et pourquoi la spirale et qu'est-ce que ça représente. La symbolique, vous voyez, hop, tchouk, tchouk.
Donc voilà, il y a tout ça. Géométrie sacrée et tout ça. C'est passionnant et ça permet de rentrer dans la spiritualité cachée dans ces symboles-là et comment on peut se projeter soi, cheminer dedans. Parce que c'est vraiment des symboles dans lesquels on chemine. Il y a une réflexion à chaque fois. À chaque fois, il y a une logique par rapport à... est-ce qu'il y a des possibilités de passer de l'un à l'autre? Comment on y passe? Qu'est-ce que ça représente? Et tout ça. Enfin, ça va très très loin. Regardez. Hop. Vous le voyez là? C'est le même. Le 3 de denier. Et donc, après, à la fin, il y a... enfin, tout le long, après, il y a comment les reproduire et tout. Si vous êtes doué en géométrie, si c'est quelque chose qui vous passionne, il est vraiment super bien fait. Vraiment super, super bien fait. Voilà, donc du pratique et en même temps une explication du sacré et puis d'une spiritualité. Et donc, ayant adoré le bouquin, je vais regarder sur la note, j'ai trouvé celui-ci, encore de Hayden, dans la même édition, et là c'est les labyrinthes, Maze Patterns. Et c'est le même principe, hein. On va encore parler de choses qui ont primitives, le truc des mammouths, voilà. Et puis ensuite on va aller sur le celte. Mais on parle encore d'anciennes traditions. Et même si ça approfondit pas plus que ça, c'est suffisant pour être dans le cheminement dedans. Et je trouve que c'est génial d'avoir des représentations qu'on peut, on peut explorer avec le doigt. Où on peut faire le labyrinthe ou la spirale avec le doigt. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que le 3e bouquin explique bien. Et c'est passionnant. Donc, vous voyez, comme avec ma carte du labyrinthe là. Dans le Bonsequitur, qui est le tarot avec lequel je travaille. Mon tarot de réflexion et de travail. Et le dernier bouquin, en fait, j'ai regardé une vidéo de Sophie, et puis Sophie parlait de ce livre. Alors, il y en avait un autre qui me tentait, que je pense que je me prendrais, mais qui est beaucoup, beaucoup plus épais. Et qui est plus dans les symboles, l'histoire et tout ça. Là, c'est plus dans la pratique. Et voilà, elle dit « Le grand labyrinthe accompagne l'humanité depuis des millénaires, gravé sur la roche des grottes du Paléolithique, puis tracé sur le sol comme un tatouage magique. Il est intimement lié à la mère Terre. Présent dans toutes les cultures sous différentes formes, son chemin unique s'inspire des spirales que l'on trouve dans la nature. À la différence du dédale construit pour s'y perdre, le labyrinthe offre à celui qui le parcourt la possibilité de retrouver sa juste place dans le monde. » L'édition est sublime. Vraiment. Je le trouve magnifique. Voilà, on a à chaque fois des belles illustrations. Et ça propose les 3 étapes du labyrinthe, selon cette autrice. La libération, l'illumination et je crois que c'est l'intégration. Ouais, et l'intégration. Et ça propose toute une réflexion, tout un accompagnement à travers ça, à travers des mythes. Et je le trouve passionnant. Et vous savez quoi? La première fois que j'ai vu un labyrinthe dans une église, j'avais 12 ans et c'était, je crois que c'est Saint-Cernin à Toulouse. En tout cas, c'est à Toulouse. C'est au niveau de l'orgue en hauteur. Et c'est quelque chose auquel on m'avait déjà sensibilisé. Et alors là où tout se retrouve finalement, c'est que j'ai fait mon tirage pour la saison d'automne en faisant mon hôtel pour Mabon. Et la carte qui est ressortie, c'est le 3 de Pentacle.
Et du coup, j'ai eu toute une réflexion dessus. Déjà, le 3 de Pentacle fait comme ça. Bah, clairement, c'est la, je vous l'ai montré, hein, c'est la base pour le triskel, pour la triple spirale. Et on sort d'une année ermite, où il y a quelque chose qui remonte de la Terre, on se reconnecte aux puissances dans la Terre. Et moi, j'ai eu un passage ensuite dans l'année, enfin cet été, très étoile, où en fait on se connecte au ciel, aux étoiles. Et l'énergie avec laquelle j'ai envie de travailler cette année, je sens très fort, c'est l'impératrice. Et je trouve qu'en fait, c'est les 3 polarités un petit peu. De tout le travail, la matière que j'ai choisi d'explorer. L'art-thérapie, le travail avec la lune, le travail avec les émotions, l'intériorité, le travail avec la mort, vie et mort, hein, de l'impératrice, hein, parce que si on parle de gestation, on parle aussi de confrontation à sa peur de la mort et à sa finitude. Et donc, c'est tout un travail comme ça qui s'est mis en place. Et hop, dans mon carnet pour le sabbat de Mabon, alors, je fais un carnet pour chaque sabbat, où chaque année, je note le travail, la réflexion que j'ai sur chaque sabbat. Je trouve ça chouette parce que du coup, chaque année, je peux relire ce qui m'est venu, ce que j'ai travaillé l'année précédente et où j'en suis par rapport à ce que j'avais traversé, travaillé. Et donc cette année, hop, je ne vous montre pas tout. Ce qui m'est venu avec donc ce 3 de Pentacle, ben, c'est un triskel, hein, on revient au triskel, et c'est l'action sacrée. Alors, finalement, chaque cercle qui va donner le triskel, donc la mise en action au centre, il y a le résultat avec l'objectivité. Parfois, nos efforts payent, parfois pas. Et des fois, on paye notre manque d'effort ou d'implication ou de réactivité. Et puis, des fois, ça donne rien. Mais c'est quand même le résultat de nos actions. Le deuxième, c'est l'attitude, c'est le choix de l'émotion. On oublie souvent ce volet-là de l'équation. Comment on décide d'interagir avec sa propre vie et les événements qui la traversent. Parce que des fois, la seule action qu'on peut avoir sur sa vie, c'est de choisir de modifier son état émotionnel. Même quand c'est pas facile, même quand c'est hyper compliqué. Et je sais de quoi je parle. Et le troisième, c'est la chance. Et alors, la chance est-elle vraiment du hasard ou est-ce le résultat de nos compréhensions, un déblocage des énergies, une remise en circulation? Et c'est vrai que souvent, quand on a compris un truc, il y a quelque chose qui se débloque dans notre vie. Ça se met en route. Et là, il faut le voir comme un ventilateur un peu. Et s'il manque un côté, bah, c'est désaxé. Et alors, du coup, j'ai appelé ça la conscience, parce qu'on est en conscience par rapport aux énergies qui nous agissent et comment peut-être on est en train de bloquer un peu le truc en n'ayant pas compris certains concepts, en n'ayant pas débloqué certaines énergies déjà en soi. Ça, je l'ai appelé la présence, parce que c'est la présence au moment, la présence à soi. Oui, la période que tu es en train de vivre n'est pas facile et triste, mais ici et maintenant, en présence avec toi-même, est-ce que tu es vraiment malheureux? Ou est-ce que tu as été pris dans le remous général de la période? Et ça, je l'ai appelé la responsabilité, parce que ben, c'est à nous de faire des efforts et d'être dans la réactivité, en acceptant que des fois, ça ne payera pas. Et donc, j'ai écrit, ici et maintenant, je peux agir sur ces 3 directions, conscience, présence, responsabilité. Je suis l'épicentre, l'émetteur et récepteur des forces en présence. Et je trouve que ça résonne aussi avec un petit peu les trompes de Fallope, un petit peu les rythmes saisonniers, un petit peu les spirales, un petit peu les cycles de la lune. Enfin bref, il y a une logique qui ressort de tout ça. Hein, et ça n'a pas été volontaire. Et je vais
finir sur ça, là, sur mon cycle de travail et d'études. J'ai hâte de voir déjà comment certaines matières vont se transformer. Peut-être que j'en changerai certaines au fur et à mesure quand j'aurai fini les bouquins, pour me prendre d'autres livres qui m'intéressent, d'autres accompagnements. Au départ, je pensais que ça serait très frustrant de ne pas pouvoir continuer le lendemain une lecture que je trouvais passionnante le jour de telle matière. Et au final, je trouve ça vachement bien parce que ça permet d'intégrer les choses. Ça permet de les faire descendre. D'abord, on le lit, ça passe par le cerveau. Ensuite, on l'expérimente dans son cœur, dans son émotion et dans son corps. Même dans ses tripes, des fois. Et puis, tout au long de la semaine, ça va descendre dans nos pieds et on va l'intégrer, l'ancrer dans notre réalité. Et j'écoutais un écrivain, là, à la grande librairie, mercredi dernier, qui a dit un savoir qui ne vous change pas n'est pas un vrai savoir. Et je trouve ça très, très vrai. Et très juste. Et des fois, j'ai tendance à être un petit peu trop juste dans le mental, même si je l'équilibre en travaillant au jardin, en faisant de la vannerie, en travaillant un petit peu de mes mains, en cuisinant beaucoup. Mais des fois, le savoir, il reste juste dans ma tête. Et du coup, qui est cette coupure où je ne reprends la matière en question, le bouquin en question que la semaine d'après, à jour pour jour, et ben ça permet que ça décante. Et ça se nourrit. Les uns les autres se nourrissent au final. J'aurais pu être en résistance, ça aurait été idiot vu que c'est moi qui l'ai mis en place, mais j'aurais pu être en résistance à une matière par rapport à ce que j'avais déjà commencé à faire le jour d'avant avec une autre. Finalement, ça, il y a un côté poupée russe, un peu. C'est en gigogne. Voilà, qu'est-ce que... Oui, j'ai deux, trois trucs à vous montrer. Et puis après, je pense qu'on se laissera. Si ça vous intéresse, ce genre de débriefing sur comment je travaille, qu'est-ce que je traverse et tout, bah dites-le moi. Voilà, je le ferai peut-être plus souvent. Je vais vous montrer deux, trois petits plaisirs. Et puis après, on se quittera. Je suis allée... Hop. C'est là. Je suis allée au marché des sorcières de Cordes-sur-Ciel. En plus, c'était cool. On a passé un week-end avec des amis qu'on adore. C'était très sympa. C'est organisé par la Papesse qui a fait un bouquin, qui a illustré un bouquin sur l'alchimie dans le tarot et qui jusqu'à présent travaillait, qui est tatoueuse aussi, qui proposait des tatouages autour des arcanes. Du tarot et elle m'a dit qu'elle le faisait plus trop parce que elle est en train de se mettre dans un cursus d'études c'est pas religieuse, d'études théologiques, voilà, et qu'elle a besoin un peu de couper, qu'elle peut pas tout faire en même temps. Mais du coup, j'y ai rencontré Dystopia, qui est vraiment une chouette personne qui est aussi tatoueuse et illustratrice. Vous connaissez son travail. Elle a fait entre autres ce tarot. Alors ce tarot, c'est marrant parce que il me faisait envie depuis un bon moment et je ne me l'étais jamais procuré. Il est d'une qualité folle. Franchement, s'il vous plaît, courez vous l'acheter. Je me suis fait dédicacer par elle mon arcane préféré et voilà. Bah, vous l'avez déjà vu, c'est un Marseille revisité. Il est vraiment sublime. Et il a vraiment une énergie puissante. Je savais pas trop avant de l'avoir en main et l'utiliser. Et vraiment très très puissant. Et vous allez rigoler, je lui ai pris une illustration qu'elle a faite autour d'un poème mexicain. Voilà, c'était le 7e sur 13 d'exemplaires. Et encore une fois, on est dans la spirale, hein. On n'en sort pas. Hein. Et ça, c'était avant l'histoire du bouquin que mon chéri a trouvé et tout. Donc, comme elle dit dans le bouquin en français sur le labyrinthe, quand le labyrinthe veut vous trouver,
ben, voilà, il vous poursuit. Voilà, voilà, je le trouve magnifique. Je trouve sublime. Je me suis fait plaisir pour une fois. Et sinon, j'ai enfin mis en cadre les illustrations que mon amoureux m'avait offert. Comment je vais faire? Voilà, je me suis mise à un endroit où il n'y a pas de reflet. Donc, il y a l'étoile, que je trouve chouette. Il y a un beau regard vers l'étoile. On a le magicien, que je trouve très marteau de la sorcière, illustration de marteau de la sorcière. C'est pas très positif, mais voilà, les livres les trucs médiévaux, là, les trucs anti-sorcières, ils nous faisaient des illustrations un peu de chat maléfique, là, comme ça. Et je trouve qu'il est trop beau. On a l'ermite, qui est vraiment dans un autre style, mais j'aime beaucoup. Voilà. Il y a l'impératrice. Ça tombe bien. Je veux travailler avec elle cette année. On a la lune. Et le soleil. Ça se voit qu'il apprécie le soleil, ce minet. Il est dans la posture des chats qui sont en train d'absorber toute la chaleur. Et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Voilà les amis, récompense ultime, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, vous aurez un petit peu d'Hermione. Le plus beau des matous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une vidéo de tirage de cartes. Dites-moi si ça vous aura intéressé. Et à bientôt.